Bonjour, bienvenue dans mon podcast On parle d'IMO avec Hello. Aujourd'hui, notre invité indispensable lors d'une transaction immobilière, Danny Gaboury. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Danny est arpenteur géomètre pour le groupe Girard Tremblay Gilbert. Présente-toi un petit peu, ça fait combien de temps que tu es arpenteur? Oui, pas de trouble. En fait, je suis arpenteur géomètre, ça fait 8 ans. Je suis au sein de l'entreprise, ça fait 10 ans. Moi, je suis natif de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis né à Alma. Par contre, je suis à Chicoutimi, ça doit faire 8 ans, je te dirais. On a une succursale à Chicoutimi, puis on a une succursale à Alma. Le bureau mère, on va dire, où est-ce que ça a été fondé l'entreprise, au-delà de 40 ans, c'était à Alma. Sauf que mes associés d'aujourd'hui, à l'époque, ils avaient acheté un bureau au Saguenay, puis moi, j'ai décidé de relever le défi. J'ai vraiment foncé là-dedans en sortant de l'école, puis je me suis lancé dans la nouvelle acquisition qui était le bureau de Chicoutimi. Fait que ça fait combien de temps que tu es copropriétaire? Copropriétaire, ça fait 4 ans. Ça fait 8 ans que je suis au Saguenay, que je gère la succursale de Saguenay. Entre-temps, on a fait des acquisitions d'autres bureaux également parce que, bon, on avait bien du plaisir. Puis le monde, je pense qu'il aime bien ça travailler avec nous autres. Fait que... Vous êtes très dynamique, vous donnez vraiment un bon service, c'est efficace. Merci. Mais justement, la base, arpenteur géomètre, c'est quoi ça fait? C'est quoi un fameux certificat de localisation? Un certificat de localisation, c'est un état de santé général de votre propriété par rapport à vos limites de propriété, mais c'est vraiment d'évaluer la propriété. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc, les immeubles, les structures qui sont en place, clôture, entrée, par rapport aux limites de terrain. Donc, on vient donner vraiment l'état de santé de ça. Donc, si c'est conforme à la réglementation municipale, mais également aux lois puis aux règlements qui sont en vigueur dans tous les cas. Là. Fait qu'on on vient produire un document c'est un plan avec un rapport qui l'accompagne d'une dizaine de pages, qui vient, j'aurais tendance à dire, rassurer certains propriétaires, surtout les institutions financières qui vont prêter les sous aussi aux fameux acheteurs pour, s'il y a des irrégularités sur le certificat de localisation, le prêteur va comme avoir un petit doute, tu sais. Il va vouloir être rassuré. Puis le notaire, veut pas, lui, il a l'obligation de faire une transaction avec des titres de propriété qui sont clairs. Puis le certificat de localisation, ça passe par ça. Là. Puis les irrégularités, tu viens de dire, il y en a plusieurs. Quel genre d'irrégularités on peut avoir sur un certificat de localisation? Il y en a quand même plusieurs, là. En fait, les irrégularités qu'on peut retrouver, c'est la réglementation municipale. Donc, si les bâtiments sont conformes ou non. Après ça, à savoir si, l'occupation, ce que je veux dire, là, c'est les clôtures, les headsets par rapport aux limites de terrain, s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur ou direct ceiling. Ouais, mitoyenne, exactement. Ouais. Donc, faut faire référence aussi à tout ce qu'on peut retrouver. Donc, y a-t-il des servitudes sur le terrain? Donc, y a-t-il des droits de passage? Y a-t-il des servitudes d'utilité publique? Donc, il y a des fois que ces servitudes-là peuvent créer une irrégularité. Je te donne par exemple une servitude d'utilité publique dans laquelle tu as un corridor à l'arrière de ton terrain, qu'en théorie, Hydro-Québec, Bell Canada ont le droit de passer sur ton terrain. Dans les faits, une servitude, tu n'as pas le droit de construire à l'intérieur, normalement, de la façon que c'est écrit dans le contrat. Puis que le code civil est fait également. Donc, si tu construis à l'intérieur de ta servitude d'utilité publique, dans les faits, c'est une irrégularité parce que c'est pas conforme au contrat qui a été signé préalablement. Mais on s'entend qu'une remise en dessous des fils électriques, ça arrive vraiment souvent. On se le dit. Ça, là, faut vraiment relativer. Des fois, en fait, une remise par rapport au fil électrique, effectivement, faut évaluer c'est quoi l'impact. Parce que c'est quoi l'impact d'avoir cette irrégularité-là? Ce que je veux dire par là, c'est on a ça un garage à 100 000 $ avec une dalle de béton armée puis tout le kit en dessous d'une servitude où est-ce qu'il y a un transfo d'Hydro-Québec puis ils sont tout le temps rendus là, ou on parle d'une remise sur bloc. Il est facile à tasser. 10 par 10 en plastique dans lequel il n'y a pas un gros impact puis les fils sont hauts puis à cette proximité, il n'y a pas de poteau, il y a juste le fil. Donc, les compagnies d'utilité publique vont avoir moins de tendance à utiliser cet emplacement-là où est-ce que la remise allait. Fait que ça demeure une irrégularité. Mais comme fois, tolérable. Au même titre que tu roules 120 des fois sur l'autoroute. Ah, c'est bon. Très bon. J'aime ça. J'aime ça. Non, mais c'est vrai. Puis une servitude d'utilité publique, là, c'est pour justement Hydro. Est-ce que tous les terrains en ont? Non. Non, hein? Parce que premièrement, t'as
tu as des emplacements qui sont desservis autres que par Hydro. Donc, le réseau peut être géré par Hydro-Jonquière, notamment dans le coin de Jonquière. Pas Arvida. Arvida, c'est Hydro-Québec, mais Jonquière, c'est desservi par Hydro-Jonquière. Puis, c'est fait différemment. Puis, il y a des endroits où est-ce que les servitudes qui sont données, ils ont des fonds servants qu'on appelle. Donc, ils ont une assiette définie, ils ont un corridor défini. Alors que d'autres fois, c'est juste d'ordre général. Donc, tu sais que ton terrain va être affecté par une servitude d'utilité publique, mais de façon générale. Donc, tu n'auras pas nécessairement de restrictions comme telles. Un corridor que tu dois respecter. Ouais, les fameuses petites lignes vertes sur nos plans. Oui, exact. On en voit souvent. Fait que, tu sais, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Puis, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un règlement québécois qui donne le droit à Hydro-Québec de rentrer sur les terrains des gens. Fait que servitude, pas servitude, ils ont le droit d'utiliser... C'est des compagnies d'utilité publique. Ils ont le droit de passer sur votre terrain pour pouvoir. Puis de toute façon, servitude, pas servitude, encore là, il existe également pour ceux qui veulent se faire des projets, puis qu'ils regardent leur certificat de localisation, puis ils ne voient pas nécessairement la servitude sur le plan, s'il y a un corridor en soi. Il existe en ligne distance de dégagement entre les bâtiments et les fils, Hydro-Québec. Vous marquez ça sur Google, là. Puis, tout dépendant quel type de fil électrique vous avez, donc télécom, basse tension, haute tension, puis ils mettent ces petits croquis, là, pas de stress. Hein. Puis ils vous donnent les distances de dégagement à respecter. Ah, OK, c'est bon. Fait que, tu sais, quand tu arrives pour créer ton projet puis t'es pas certain, ben, tu sais, juste de respecter ça dans les faits, tu te donnes une maudite belle chance. Là. Servitude, pas servitude. Ben oui, effectivement. Puis parfois, on voit, là, les fils passent bord en bord le terrain, pas à l'arrière du terrain, vraiment dans le milieu. Ça, on peut-tu quand même mettre une piscine? On peut-tu faire quelque chose à l'intérieur ou non? Ben, sans rentrer dans les gros détails, tout ce qui a un surplomb en dessous de la ligne électrique, dans les faits, tu peux pas. Ouais. Que ce soit un bâtiment, ça c'est d'ordre général, il y a des exceptions à tout, mais mettons, tu veux faire un garage qui surplombe le fil électrique, dans une distance de dégagement, tu peux pas faire ça. De mémoire, pour une piscine hors terre, ta paroi par rapport au fil, je pense que ça te prend 5 mètres diagonale. Fait que dans le fond, tu prends ton fil électrique, puis également ton raccord à la maison. Ça, c'est important de le dire. Faut que tu fasses comme un cylindre alentour de ton fil électrique de 5 mètres pour pouvoir aller chercher ton patio / ta piscine. OK. De mémoire, là. OK, c'est bon. Fait que avoir le fil électrique qui surplombe en plein centre de ton terrain, c'est jamais cool. Ouais, souvent, on voit ça quand les gens, finalement, sont allés acheter des parcelles de terrain supplémentaires. Ah, OK. Tu sais, initialement, mettons, tu avais acheté 100 pieds de profondeur, la ligne électrique passait à 100 pieds, puis là, finalement, 20 ans plus tard... le propriétaire des terrains arrière, ils ont vendu un 50 pieds supplémentaire. Ouais. Ben là, finalement, les gens s'installent dans le 50 pieds, puis là, tu te ramasses avec un fil d'un jambe. D'un jambe. Un autre servitude de passage. De un, c'est quoi une servitude de passage? Et de deux, quelle est la limitation d'une servitude de passage? Ben, ça, cette question-là... Eh boy. Et difficile à répondre. Ben, pas nécessairement, c'est juste que, on va dire... Parfois, c'est du cas par cas. Oui, exactement. Une servitude de passage, là, c'est premièrement, pour que ça soit vraiment une servitude de passage, ça prend un fond servant et un fond dominant. C'est quoi un fond servant? C'est quoi un fond dominant? C'est tel terrain a le droit de passer sur tel terrain. Okay. Donc, c'est pas un individu. Okay. Donc, ça lie les immeubles et non les personnes. Okay. Quand on parle d'un droit de passage qui lie les personnes, mettons, toi, vitam aeternam, tu as le droit de passer sur mon terrain pour accéder à la plage. Oui, on le voit, ça, parfois. Ça, c'est un droit de passage. En théorie, de la façon que c'est libellé dans le contrat, c'est pas trop transférable. OK. Fait que, tu sais, c'est moins une servitude, c'est moins opposable au tiers. Comparé à une servitude de passage. Puis la servitude, dans les faits, quand tu l'as sur ton terrain, tu as l'obligation de donner accès au fonds dominant, donc à la personne qui bénéficie du droit de passage. Puis si dans la mesure tu veux le déplacer, c'est possible, mais il faut que tu le fasses sans faire de dommages à l'autre individu qui en profite, puis que ça n'ait pas d'effet néfaste. Donc, tu sais, tu peux pas rallonger son droit de passage de 200 mètres si il était straight to the point, là, il était en ligne droite, mettons. Puis tu peux pas y dire, mettons, ben ton droit de passage était 6 mètres de large, puis il réduire ça à 3 mètres. Fait que, tu sais, t'es obligé d'y donner suite, autrement dit. Il y a des façons d'annuler ça. Il y a plusieurs façons dans les droits de passage où est-ce que c'est prévu dans la loi, dans le Code civil du Québec, notamment si tu ne l'utilises pas pendant 10 ans. Ça, rendu là, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est plus des questions de droit.
mais ça existe. Ouais. Donc, c'est toujours ne pas prendre à la légère quand vous bénéficiez d'un droit de passage, d'une servitude de passage. De l'utiliser. Ça peut être simplement par l'expiration du temps, parce que dans un contrat, ça peut être marqué. Donc, là, quand vous voyez un certificat de localisation qui donne une servitude, il n'y a pas tous les documents, ben, tu sais, un certificat de localisation, c'est fait un peu... tu sais, c'est normé, mais on met tout un peu de notre touche. Hein? Ben oui. Puis il y a certains certificats de localisation qui donnent plus de détails que d'autres. Oui. Donc, lorsque vous voyez qu'il y a une servitude de passage qui est nommée dans le certificat de localisation, ben c'est toujours important j'aurais tendance à dire d'aller lire le fameux contrat. Donc, on vous donne toujours le numéro d'inscription. Oui. S'il manque de détails ou il n'y a pas l'information que vous aimeriez savoir pour être certain, vous pouvez demander à votre conseiller juridique, votre notaire, d'avoir plus d'informations par rapport à cette servitude de passage. Parce que c'est pas toujours venant maintenant. Moi, je pensais à une servitude, si t'es inscrit, c'est tout le temps. Ça dépend. Ça dépend. Vraiment, vraiment. Puis, justement, une servitude, 2 voisins ont la même entrée. L'entretien, les travaux, séparés en 2 ou c'est au servant dominant ou comment ça fonctionne? Bien, on va prendre le cas des jumeleurs Vida. Oui. Les jumeleurs Vida, ils ont l'entrée mitoyenne. Ils ont souvent ça, là, le fameux, la bande de 5 pieds de chaque bord de la ligne. Ben, c'est une entrée mitoyenne. Donc, les charges communes sont à frais communs par rapport à ça, mais ça va être marqué dans le libellé du contrat. Faut aller lire. Okay. Parce que dans les faits, si sur ton terrain, tu as une servitude de passage, il faut que tu t'organises pour être capable que l'autre puisse l'utiliser, mais c'est pas à toi d'y asphalter ça. OK. Non, c'est à lui. Mais si jamais, moi, je veux asphalter, mais lui, il veut pas. C'est quoi qu'on fait? Il y a une moitié asphaltée puis l'autre moitié pas asphaltée? Au même titre que tu as des toitures à moitié faites sur des jumelés. Ben oui. Ou qui sont pas à la même couleur. Tu sais, mon Dieu, que ça a l'air fou. Ouais. Mais encore là, c'est important de bien notarier ça quand on fait des servitudes parce qu'on peut le prévoir. Ouais. C'est ça qui est agréable avec un contrat notarié, qu'on prend le temps de bien le réfléchir, c'est qu'on peut tout prévoir ou pratiquement ces éléments-là. Tantôt, tu parlais un droit de passage d'une personne. Par exemple, un bail, là, 99 ans, qui est octroyé à toi, mettons, Dani Gaboury. Ouais. Ça m'est arrivé, puis ça fait un petit peu... C'est compliqué, hein? C'est compliqué, un bail de 99 ans. Pourquoi on met un bail de 99 ans sur un terrain, admettons? Tu parles-tu d'amphithéose? Oui! Oui. Ben ça, c'est un démembrement du droit de propriété. C'est pas tout à fait comme une servitude. Ça va te donner le droit d'utiliser la parcelle comme si tu étais propriétaire, mais tu n'en demeures pas légalement propriétaire à 100%. Mais à quoi ça sert? Ben, en fait, je vais te donner un exemple. Et je ne sais pas s'il l'est encore, mais le 12-12 Talbot, de mémoire, il était sous amphithéose. Le Concorde à Québec était sous amphithéose. OK. Hein? Lui, je pense que son bail est venu à échéance. Puis, dans le fond, c'est intéressant parce que si moi, je suis propriétaire du fond de terre, puis je te donne un bail amphithéotique, puis au bout du bail amphithéotique que je te mets, mettons, de 50 ans, ben je demeure propriétaire. Je tombe propriétaire à 100% de qu'est-ce que tu as fait dessus. Hey, hein? C'est un peu une forme d'investissement, si on veut, dans le sens que... non, mais c'est un gros risque, là. Oui, c'est très passif comme style. Tu fais rien pendant 50 ans, Ouais. t'es comme dans l'ombre, puis finalement, Mais toi, pendant ce temps-là, mettons, c'est moi qui bénéficie, c'est moi qui a encore le fond de terre, puis toi, t'es la personne qui a le bailleur. Ouais. C'est ça? Ben ouais. En tout cas, anyway. Moi, il y a le Concorde, là. Ben, c'est ça. Ben, tu génères des profits, t'es content, mais à la fin de tout ça, ben, le terrain me revient. Hey. Mais encore là, ça dépend comment tu le fais dans ton Mais bail c'est possible amphithéotique. d'enlever ça, ce bail amphithéotique-là, mais Ben, il faut c'est que des tu achètes le fond de jugements. terre. puis Non, il faut que tu achètes le fond de terre. Si c'est notarié comme il faut, un bail amphithéotique, tu restes. Moi, je demeure propriétaire. Toi, tu as ta bâtisse, puis tu es bien contente. Tu train va loin. Mais si on veut faire une servitude, mettons, avec le voisin, mettons, il y a un métro à côté, puis toi, tu veux, avec le métro, prévoir des servitudes, puis ainsi de suite, pas toi qui signes, c'est moi. Parce que c'est ton terrain. C'est mon terrain. C'est ça. Mais tu bénéficies des fruits qui en retirent. Ce que je veux dire par fruits, c'est les profits. Les profits, c'est ça. Toi, tu touches à rien. Exact. C'est ça. Mais on s'entend-tu qu'un bail de 100 ans, 99 ans, la personne va être morte, là? Tu sais, fait que comment tu fais pour enlever ça, pour enlever un bail de 99 ans? Ben, tu vas voir la personne qui le nu propriétaire qu'on dit, là, la succession. Ouais, tu vas voir le gars qui a le bail amphithéotique, dans le fond, qui est propriétaire du fond de terre, puis je te l'achète. Hey, hein? Il n'y a pas d'autre façon. Mais c'est des belles petites surprises. Souvent, on trouve ça, des bails 99 ans, sur les bords de l'eau, des bails
des bords de l'eau, des... En fait, ça, c'est... on peut y aller aussi sur cet élément-là. Ça, c'est pas des bains amphithéotiques, c'est juste des baux. Avec RTA, on voit ça souvent à l'entour du lac Saint-Jean. On peut y venir. On pourrait passer le podcast à grandeur là-dessus. Mais ça, des bains amphithéotiques, on va retrouver ça plus dans le commercial. Alors que des bails comme tel, puis RTA, eux autres, ils viennent donner des baux. Oui. Comme de 15-20 ans. Ouais, jusqu'à l'entour du lac Saint-Jean, bon, faut garder en tête que le lac a été inondé en 1925. Il y a eu des cotes d'élévation. Donc, les gens sont propriétaires jusqu'à un niveau X. Puis au-delà de ça, ben c'est pas le bord de l'eau. Fait que les gens, ils veulent se rendre jusqu'au bord de l'eau. Ouais. Puis c'est du cas par cas, ça, à l'entour du lac. Des fois, il y en a que c'est des servitudes que l'Alcan a le droit d'inonder le lac jusqu'à tel niveau, alors qu'il y en a qui sont propriétaires à l'Alcan. Ça dépend comment, à l'époque, on va les appeler les colons qui avaient les terres, ils ont transigé avec RTA. Fait que mettons qu'eux autres RTA sont propriétaires jusqu'à une cote X, puis que le propriétaire du riverain est propriétaire jusqu'à l'autre cote, puis que ça se rend pas au lac, mais là, le RTA va donner un bail cette partie-là à l'individu. Puis des fois, même, ils se gardent une marge de manœuvre que c'est même pas un bail, c'est un privilège d'accès parce que, bon, c'est une cote stratégique pour l'inondation du lac. Ouais. Fait que la différence entre le privilège et le bail, souvent, c'est au niveau de l'autorisation de construire à l'intérieur ou pas. Là. Puis parfois, ça arrive vraiment que tout le terrain est en bail à l'Alcan. Ça arrive quand même assez souvent. Puis souvent, des bords de l'eau, on s'entend, le lac Saint-Jean, c'est souvent des très belles propriétés. Ouais. Là. Ouais. Quel est l'impact que ça peut avoir d'avoir un bail? Tu sais, l'Alcan peut-tu dire, bon, mais hey... Changement de question. Sans rentrer dans un gros détail, parce que c'est une question plus pour un notaire, sans farce, là, parce que c'est la beauté des arpenteurs géomètres dans un sens, c'est que nous, on est là pour faire les constats, donner l'information, mais la nature juridique de là revient souvent au conseiller, qui est plus le notaire, ou dans les cas où est-ce que ça devient plus un litigieux, un avocat. Ben, le fait d'avoir un bail, c'est que tu n'es pas propriétaire de ton fond de terre. Ouais, c'est ça. C'est au même titre que l'amphithéo, c'est la même chose. Mais tu sais, ça arrive jamais. L'Alcan, pour l'instant, il l'a pas encore fait. Non, exactement. Fait c'est ça, exactement. Tu vois ça souvent aussi. Puis, leur but, c'est vraiment de contrôler les rives, comme tu disais tout à l'heure. T'sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est que on est une région industrielle, hein. Fait qu'on n'a pas le choix de vivre avec ces grandes industries-là qui, veut pas, ils ont inondé le lac pour pouvoir utiliser les fosses hydroélectriques. Fait que eux autres sont allés chercher des servitudes pour pouvoir inonder le lac. C'est sûr que c'est choquant dans le sens où est-ce que les berges sont érodées et ainsi de suite. Un autre élément, c'est dans le coin d'Arvida. Puis moi, présentement, je demeure là. J'adore le secteur. Mais tu sais, on entend des fois des gens pas se plaigner, mais des fois, c'est sûr que la petite poudre de ces maisons qu'on voit. De l'Alcan. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, dans tous nos contrats, là, pour vous donner une idée, quand l'Alcan est rentré dans le décor au début, là, la fameuse ville qu'on soit à 135 jours. Il y a la fameuse servitude qu'eux autres, ils ont tout acheté les terres, puis après ça, ils ont vendu les terrains subdivisés, puis les gens se sont construits. Ben avant, quand ils donnaient le terrain, là, quand ils vendaient, ben il y avait une servitude d'exploitation industrielle qui disait on a le droit de faire ce qu'on veut sur le terrain. Fait que tu peux pas chialer. Ben c'est ça. Nous autres, on les appelle les servitudes industrielles. Ouais. C'est difficile de dire, au même titre que quelqu'un qui s'installe à côté d'une voie ferrée. Tu peux pas chialer sur le train, là. Le train t'es là. Très là, avant que t'arrives. Fait que c'est plate, mais ça fait partie de la game malgré tout. Puis on a une belle région, mais c'est entre autres à cause de ces industries-là. Oui, effectivement. Ça grossit à cause de ces belles industries. On a parlé du bord de l'eau. Ouais. Il y a une fameuse bande de protection riveraine sur le bord de l'eau. Oui. C'est quoi la grandeur d'une bande de protection riveraine? Ben, en fait, une bande de protection riveraine, maintenant connue comme étant la rive, oui, c'est vrai, ça a changé. c'est 10 ou 15 mètres. Ça va dépendre de la topographie du terrain. Okay. Donc, si tu as un terrain qui est relativement planche, ça va être une 10 mètres. Okay. C'est simple, par rapport au bord de l'eau. Mais dès que tu vas avoir une dénivelée, donc entre le bord de l'eau et le haut de talus de ton plateau de terrain, supérieur à 5 mètres, 30% de pente, ben là, tu tombes à 15 mètres. Comme chez nous, fait que j'ai 15 mètres. Oh, clairement. Okay. Si tu as plus que 16 pieds à peu près, là, 5 mètres, là. Okay. Puis si ta pente est constante tout le temps à 30% aussi, tu vas avoir une 15 mètres. Fait que pourquoi ça? Ben, c'est l'érosion. C'est pas une question pour que l'eau monte ou pas, c'est vraiment pour protéger la rive. C'est si les pentes sont abruptes, veut pas, la rivière ou le lac va avoir tendance à davantage manger les berges. Là. Puis justement, une bande de protection riveraine, ça ressemble-tu un petit peu à une servitude d'utilité publique? Je peux-tu mettre une remise là? Je peux-tu faire un quai? Moi, j'aimerais ça faire un quai. Est-ce que je peux faire un quai? Dans les faits, les quais, c'est réglementé par les municipalités. Fait que ça va de cas par cas, mais en grande d'ordre général, oui, c'est ça.
Ouais. Il y a souvent des superficies maximales. Il y a le type de quai aussi que tu peux faire, donc flottant, la plupart du temps. Là, Qui sont pas fixes. La structure fixe, en tout cas aussi. S'il y a une municipalité qui existe encore, vous me le direz. Ouais, c'est ça. Puis à la superficie, fait que dans la rive, tu peux faire ton quai naturellement, c'est pas un enjeu. Tu peux faire des clôtures, des haies, tu veux pratiquer, on va dire, un peu de jardinage. Ça va pas trop avoir d'impact, mais faut garder en tête qu'en fait, la rive là, devrait rester à l'état naturel. Donc, quand on dit naturel, ça veut dire que c'est des plantes. Oui. Fait que, tu sais, déjà là, le jardinage, je pense que j'ai peut-être même... Je n'ai dit un peu trop, là. Mais faut comprendre que si tu veux faire un bâtiment accessoire, tu veux faire une terrasse, dans les faits, dans la rive, c'est pas possible. La bande de protection riveraine, on touche pas. Il y a une nuance, par contre, c'est que tu peux faire ton chemin pour te rendre au bord de l'eau. Okay. Ça fait partie des avoir droits. Un accès, là. Exactement, 5 mètres de large. Quand tu as une bande de protection riveraine de 15 mètres, donc tu sais que tu as une pente qui est plus abrupte, c'est prévu que tu as le droit de faire un escalier également, là, pour te rendre. Là. Oui, sinon je vais tomber en bas. Les autres. On s'entend. Puis, justement, dans ta bande de protection riveraine, souvent, on voit ça, là, ils envoient des amendes parce qu'il n'y a pas assez de feuillus, il n'y a pas assez de gazon, il n'y a pas assez d'état naturel un petit peu. Ouais. Fait que le gazon, ça, c'est pas correct, ça. C'est ça. Moi, j'ai du gazon chez nous, j'ai reçu une amende. Pas de gazon, ça fait pas. Non, mais c'est ça, il faut comme du grand foin, là. Sur le bord. Mais tu sais, c'est pas super esthétique, on va se le dire. C'est intéressant, par exemple. Hein? Les arpenteurs géomètres, on a toutes sortes de chapeaux. Oui. Mais la vraie personne qui pourrait répondre à ça, c'est un biologiste. Ça pourrait peut-être être intéressant dans un prochain podcast. Ben oui, écoute. Mais pour répondre très vaguement, ça prend des plantes qui sont de la nature, on va dire... naturelle, là, vraiment. Ouais, qui poussent sur le bord de l'eau, puis ainsi de suite. Là. C'est sûr que du gazon, c'est pas correct. Fait que... c'est beau, mais c'est pas correct. Ouais, puis est-ce que des tulipes, ça fait? Je pense pas. Ouais, c'est ça. Du trèfle, j'ai déjà entendu dire que ça pouvait passer, mais encore là, consulter un biologiste. Ouais. Puis justement, tu te dis, là, dans les terrains qui sont... Excuse-moi, Hello, par rapport à ça, là, souvent, c'est un élément qui est quand même important pour tous ceux qui ont des propriétés sur le bord de l'eau. On voit ça régulièrement, qui veulent régulariser, mettons, une non-conformité de leur bâtiment. Ouais. Je te donne un exemple. Tu as fait ton garage finalement un petit peu trop proche de la limite de propriété. Tu fais une demande de dérogation mineure avec la ville parce que tu es allé te chercher un permis. Ouais. Souvent, la ville vont t'accorder la demande de dérogation mineure s'ils jugent que c'est pertinent. Mais par le fin même, ils vont en profiter également pour regarder ta rive. Donc, ils vont regarder ta bande de protection riveraine. Fait que ça va venir un peu couteau double tranchant. Ouais, là, il va dire, on te donne la dérogation mineure avec un permis qui vient reconnaître le tout, à condition que tu nous prouves que ta rive est conforme. Donc, il va falloir que tu engages une compagnie spécialisée qui fait des plans qui certifient que la bande riveraine, que la rive est conforme aux attentes. Puis là, il y a tant d'arbres qu'il faut que tu plantes dans la mesure, puis il y en a tant de pourcentage. C'est vrai que c'est un couteau à double tranchant. Ouais, fait que ça y pensé 2 fois des fois. La bande de protection riveraine sur les propriétés sur le bord de l'eau, faut quand même, si vous avez des éléments à régulariser, puis vous être en villégiature, ils vont probablement vous en parler en même temps. Puis dans les faits, c'est correct, parce que c'est une loi, c'est pas juste un règlement municipal. Fait que tu sais, faut le respecter. Faut le respecter. Est-ce qu'on le respecte tous? Tu roules du 120 sur l'autoroute? Oui, tout le temps. Concernant les bords de l'eau, cette année, ça a fait vraiment beaucoup parler les zones 0-20 ans et les zones 0-100 ans. Ouais. C'est quoi ça? Quel est l'impact? Parle-nous-en parce que c'est vraiment un gros sujet d'actualité. Faut comprendre une chose, c'est que premièrement, en 1987, il y a eu l'entrée en vigueur d'une politique là, qui vient protéger les zones inondables. Puis ça, cette politique-là a été amendée, si je ne me trompe pas, c'était en mars 2022 ou 3, bref. Ça a été tout simplement annulé puis remplacé par le régime transitoire là, qui appelle là, c'est les règlements sur les milieux hydriques humides et sensibles. Là. Bref, ça, c'est comme un régime transitoire qui va en venir à un autre règlement plus tard. Okay. Puis ça, c'est quand même important de s'informer, mais pour tout de suite, dans la région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les zones inondables demeurent malgré tout relativement semblables. Il y a quelque chose qui s'en vient, une nouvelle cartographie, par exemple de la rivière Chicoutimi,
il va y avoir des nouvelles zones inondables. Je te donne un exemple. Ah ouais? Les Fait zones... qu'il va y en avoir de plus en plus, des zones inondables? Ben, ils vont les rectifier. Si OK. je te donne un exemple, avant, tu avais une 0,20 ans et une 0,100 ans sur le bord de la rivière Chicoutimi. Ouais. Puis ça avait été fait là, dans les années 90. Suite au déluge, ils ont cancellé la 0,100 ans, puis la 0,20 ans est devenue la 0,100 ans. Ça veut dire que c'est quoi une 0,100 ans puis une 0,20 c'est ans? ça. C'est que la 0,20 ans, c'est la grand courant qu'on appelle. Ça, donc, c'est l'eau, dans une période de crue extraordinaire, va monter jusque-là. Puis la 0,100 ans, dans une période de crue extraordinaire encore plus, ben, vont monter jusque-là. Donc, une fois aux 100 ans. Ce qu'ils ont fait, suite au déluge, ils ont révisé, entre autres, la rivière Chicoutimi. Ils ont pris à 0,100 ans, ils l'ont cancellé, puis ils ont pris à 0,20 ans, puis ils l'ont mis à l'emplacement de la 0,100 ans. Fait que ça a été revu. Qu'est-ce qui s'en vient là? C'est une revue de tout ça. OK. Puis il faut comprendre également qu'une zone inondable, c'est fait avec une cartographie, entre autres avec des courbes de niveau, donc la topographie du terrain. Ça évolue dans le temps. Dans les faits, normalement, tu n'as pas le droit de remblayer dans tes zones inondables ni dans tes rives. Mais si tu remblais, ben, ne veux pas, tu viens comme repousser ta zone inondable, mais c'est pas légal. Donc, c'est vraiment pas suggéré. Mais là, ils révisent ça. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à ça. Les cartes sont-toutes disponibles? Non. Mais ça va évoluer. Le fait, c'est quoi l'impact d'être dans une zone inondable? À peu près comme, ben pas tout à fait comme une bande de protection riveraine, comme une rive, puisque, bon, ben, t'es quand même sujet à On est sur le bord de l'eau. Ben, c'est qu'on se fasse inonder maintenant. T'es sujet, c'est exactement. T'es sujet à faire inonder. Puis tu sais, il faut comprendre, si ton terrain est extrêmement planche, par rapport au bord de l'eau, ben, tu sais, t'arrives va être de 10 mètres. Mais ta zone inondable, elle sera pas. Elle va aller beaucoup plus loin parce que, tu sais, ça vient. Pas mal plus de ça fluctue selon inondé, l'élévation du terrain, exactement. Ouais. Donc, si tu as un terrain qui est un peu plus escarpé, ben, ça va te donner une chance par rapport aux zones inondables parce qu'elle va être très près, elle va être dans le talus. Fait que c'est toujours. C'est le fun des terrains proches de l'eau, puis bas par rapport à l'eau. Mais ça a plus de risques. Ben oui, exactement. Puis encore là, au lac Kenogami, tu n'as pas le droit de nécessairement construire des parties habitables jusqu'à un certain niveau, justement par rapport à la fluctuation du lac. Les autres, ils prévoient ça. Parce que, tu sais, si l'eau elle revient au même niveau que ton sous-sol, même si t'es plus loin, ben, tu as quand même une chance que l'eau refoule dans ton sous-sol. Ben oui. Fait que, dans les faits, une zone inondable, tu n'as pas le droit de construire à l'intérieur, tu n'as pas le droit de déblayer, tu n'as pas le droit de remblayer. Faut que ça reste à l'état naturel sensiblement. Il y a quelques petites dispositions particulières que tu peux faire, mais somme toute, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que ça n'existe pas des droits acquis pour une zone inondable. Tu sais, Dame Nature, elle dit pas, oh, cette maison-là. Elle n'a jamais été touchée, mais là. Cette maison-là a été construite en 1920, je ne l'inonderai pas quand j'inonde la rivière. Non. Tandis qu'une maison trop proche d'une ligne, une maison dans la bande riveraine, mais que c'est super escarpé, là, on peut se dire, ben, elle a été construite antérieurement aux dispositions réglementaires ou aux lois. Mais la zone inondable, elle s'en fout pas mal de ta loi. Là. Mais par contre. Si tu inondes, tu inondes. Tu l'as dit tantôt, les zones inondables, c'est vraiment cartographié. Moi, j'ai eu une propriété, là. Ouais. La maison, elle avait 50 000 pieds carrés de terrain, puis elle avait un petit ruisseau, là. Je le voyais même pas, là. Pour vrai, c'est une petite mare d'eau, là. Un petit ruisseau dans le fond. Ouais. Elle était dans le 0-20 ans. La maison? Ben, il y a une partie du terrain qui était dans le 0-20 ans à cause du petit ruisseau. Ben, dans les faits, normalement, une 0,20 ans puis une 0,100 ans, les zones inondables, c'est cartographié à partir de des cours d'eau qui sont relativement majeurs. Non, mais c'était un ruisseau. C'était un ruisseau. C'était peut-être bien un tributaire de la rivière, je sais pas, mais il faudrait que je vois le plan. En tout cas, là, je capotais. Puis là, c'est plus difficile, les zones 0-20 ans, inondation pour le financement. Il faut mettre une plus grande partie de mise de fonds. Fait que là, les acheteurs ont comme été un peu surpris, même les vendeurs. Ils le savaient pas. Ils étaient comme, ben voyons donc, on le voit même pas, le petit ruisseau, il a jamais débordé, même au déluge en 1996. Fait que des fois, là, tu vois que c'est cartographié, mais qu'effectivement, c'est bon d'être revu parce que il y a des places que ça n'a pas rapport d'avoir une 0-20 ans. Là. Ouais. Ben, puis encore là, il faut toujours se questionner, c'est quoi l'impact? Tu sais, le fait d'avoir ton terrain dans une zone inondable, là, ben, dans les faits, si c'est dans un secteur où est-ce que la zone inondable, même si ça inonde, c'est pas grave. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ouais. Si c'est à la maison, c'est sûr que c'est plus stressant. Si c'est proche de la maison, peut-être. Mais il faut toujours se poser, c'est quoi l'impact?
Puis ça, c'est bon pour les institutions financières parce que des fois, de regarder le plan un petit peu puis de se questionner, c'est la même chose pour les zones de contrainte, là. C'est ça. D'avoir une zone de contrainte sur son terrain, c'est pas nécessairement grave parce que c'est sûr que si c'est un terrain 50 par 100 puis la zone de contrainte ou la zone inondable est à la grandeur du terrain, c'est pas la même game que si c'est un terrain de 43 000 pieds carrés. Puis dans les faits, il y a 15 C'est parti qui est dans la zone, ouais. Tu sais, faut relativer par rapport à ça, puis il faut savoir, bon, ben, on fait du pouce ces zones de contrainte. Ben, c'est-tu une zone de contrainte à risque ou c'est vraiment la bande de protection applicable à la zone de contrainte? Ouais. Il y a deux. On en parlera un petit peu plus loin, là, si tu veux. Oui, bien, c'était ma prochaine question, vu qu'on parle des zones à risque, des zones restrictives un peu. Là. Justement, les zones de glissement de terrain, zones à risque. Oui. Quel est l'impact de ça? Et, ouais. Faut faire des tests de ça, je le sais, là, la ville. Ben, en fait, quel est l'impact? C'est que faut évaluer. Donc, t'es-tu un propriétaire qui va se construire sur le terrain ou t'achètes une maison qui est applicable à ce terrain-là? T'achètes une maison qui est applicable bon. ouais. Si t'achètes une maison dans laquelle ton terrain est applicable à une zone à risque, une zone de contrainte, encore là, il faut évaluer. Donc, est-ce que c'est la zone à risque comme telle, la zone de contrainte, ou c'est la bande de protection applicable à la zone de contrainte? Ce que je veux dire par là, c'est souvent la zone de contrainte, c'est direct le talus, le pitch. Ouais. Donc là, c'est sûr que si sur ton terrain, tu as un pitch, ben, tu vas avoir une bande de protection aussi applicable qui va aller chercher probablement une partie de ta maison, entre autres. Ouais. Donc là, c'est d'évaluer est-ce que la maison a été construite préalablement à l'entrée en vigueur de des règlements sur les zones de contrainte. Si oui, c'est plate un petit peu, mais t'as pas la certitude que ça a été bien revu, cette implantation-là. Ça, c'est plus rare, parce que, tu sais, le gros bon sens, il existe depuis longtemps. Ouais. Mais si, par exemple, tu as une maison qui est dans la bande de protection cartographiée, bien souvent, tu as eu un avis géotechnique. Donc, au moment où est-ce que la maison a été construite, puis les zones existaient, il y a eu un test de sol, il y a eu une expertise géotechnique à partir du talus. Mais ça, c'est plus pour les propriétés qui sont plus récentes. Tu sais, une maison de 1960 qui est dans la bande de protection applicable à la zone de contrainte, t'as pas la certitude. Puis, tu sais, ben, c'est un peu ça qui est arrivé avec les bâtiments à la baie. Ouais, c'est des maisons qui étaient le long d'une rue, quartier résidentiel. Mais en arrière de leur terrain, il y avait une zone de contrainte, un pitch. Un bon pitch, ça. Puis il y a eu un affaissement de terrain. Ouais. Mais là, c'est un peu... faut connaître le risque aussi quand on achète une propriété. On est sur le bord de l'eau. Écoute, on est sur le bord de l'eau. C'est un risque, on s'entend. Ah oui. Tu sais, moi, j'ai acheté une maison sur le bord de l'eau avec un pitch. J'ai un risque. Je le sais que je l'ai acheté. Je sais que j'ai un risque. Écoute, si jamais il y a un éboulement ou si au déluge, tu sais... Au déluge, par contre, vu qu'on est haut, la propriété en face de chez nous, on en avait par-dessus. Puis nous, ça n'a même pas été proche. Fait effectivement, avoir un bon dénivelé, ça l'aide, mais c'est un risque. Ouais. C'est moins cool, t'as moins accès à l'eau facilement. Exactement. Tu sais, c'est dans la vie, il n'y a rien de parfait. Exact, il n'y a rien de parfait. Mais il faut connaître les risques. Ouais. Tu sais, quand on achète une propriété, si tu achètes une propriété centenaire, parfois, c'est vraiment un beau cachet. Exact. Mais il faut savoir que, Caroline... T'es isolé en brin d'ici. T'es isolé en brin d'ici, tes murs, on s'entend, ta fondation, on s'entend. Il faut connaître les risques de la propriété qu'on achète. Exactement. Là, ben, tu sais, puis ça, souvent, j'ai cette discussion-là avec des courtiers, des notaires, des clients qui veulent acheter. Parce que, bon, le certificat de localisation, là, on le produit pour le vendeur, mais dans le cas où est-ce que tu as une incertitude, ben moi, ça me fait toujours un grand plaisir de parler avec les acheteurs, avec l'autorisation du vendeur, pour un peu les rassurer puis comprendre un peu le risque. Mais tu sais, quelqu'un qui achète son chalet, là, par exemple, dans la baie Cascouya, à La Rouche, là, c'est son chalet de rêve. Mais il faut comprendre que dans des terrains là, qui ont pas l'aqueduc puis qui n'ont pas le système sanitaire, là, aujourd'hui, là, c'est 43 000 pieds carrés qu'il faut. Un minimum. Sur le bord de l'eau. Là. Donc, c'est 4 000 mètres carrés. Ben, tu sais, les terrains à l'époque de villégiature, là, ils ont, quand t'es chanceux, ils ont 2 000 mètres carrés. Ils ont 20 000 pieds carrés. Ils peuvent pas se construire? Non, ils peuvent se construire. La maison est construite, je veux dire. OK. Mais tu sais, le terrain est plus petit que aujourd'hui la réglementation. Présentement, c'est pas réglementaire. C'est pas réglementaire, mais ce que je veux dire, où est-ce que je me rends par rapport à ça, c'est que les marges applicables sont plus grandes en villégiature. Donc, villégiature à Saguenay, 5 mètres de chaque bord. Tu as besoin d'avoir un puits, tu as besoin d'avoir une fosse septique. Tu as des distances de dégagement à respecter entre les installations. Mais c'est ça, faut pas que ça se contamine. Ben là, c'est ça, exact. Fait que tu sais, puis là, tu as une bande de protection riveraine applicable à ça, tu as peut-être une zone inondable, mais c'est normal que le terrain de 2000 mètres carrés, il soit un petit peu plus, excuse-moi le terme, mais sexy. Là. Ouais. Puis tu sais, des fois, t'en as à 1000 mètres carrés.
Fait que c'est sûr que tu as des irrégularités, là. Ben oui. Mais tu achètes une propriété en villégiature avec ce nombre. Il faut que tu t'attendes à ça. À ça, ouais. Au même titre que tu t'attends à un certain niveau de qualité quand tu achètes une propriété haut de gamme ou tu t'achètes une certaine propriété écoute, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu prends le risque d'acheter un chalet dans un petit terrain. Donc, tu peux pas exiger les conformités réglementaires de quelque chose qui a été fait en 1960 où est-ce que la réglementation n'était pas la même du tout, ou inexistante. C'est ça. Fait que ça fait partie de la game. Mais justement, on parle un peu du droit acquis. C'est quoi un droit acquis? T'en as parlé un petit peu, c'est avant que les lois soient établies, mais c'est quoi un droit acquis? Quel impact ça peut avoir? Justement, là, ce chalet-là de 1000 mètres carrés, puis il faut 4000 mètres, bien, si jamais il passe au feu, qu'est-ce qui arrive? Bon, cas par cas, les municipalités vont régir ces éléments-là avec leur règlement de zonage. Dans les faits, si tu as une démolition complète de ton bâtiment, ben il y a certaines municipalités qui vont demander que tu tendes vers la conformité, d'autres qui vont pouvoir prévoir que tu t'implantes exactement au même endroit. Mais là, ça va dépendre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une notion de sécurité publique aussi. Tu sais, une maison qui passe au feu, qui était directement dans la zone de contrainte puis dans la zone inondable, tu sais, j'exagère, là, je mets tout, là. Il va falloir qu'elle se tasse. Mais si elle n'a pas la possibilité de se tasser, elle peut plus se faire construire? Ben, il y a plusieurs dispositions qui peuvent s'appliquer, puis ça, c'est... Là, t'es rendu dans le... Plus crunchy. Et pointillé, là, mais tu sais... t'as un dossier de même dans toute ta vie, là, si t'es pas chanceux, on va dire. C'est vraiment pas chanceux, là, ça t'arrive. Ouais, mais tu sais, une propriété qui bénéficie d'un droit acquis, puis encore là, t'as parlé d'implantation, donc de la position par rapport aux limites de terrain, mais il y a également l'usage. Oui. Donc, l'usage, si tu as un 4 logements qui est dans un secteur où est-ce que dans les faits, tu as le droit d'avoir juste un 2 logements, bien, il faut voir est-ce que cet usage-là il a été permis antérieurement, via permis, mais aussi par le règlement de zonage. Donc, tu es capable de venir, en théorie, de pouvoir reconstruire si tu as toutes les dispositions qui te permettaient de le faire. Mais encore là, si tu achètes un 4 logements, que c'est une ancienne maison unifamiliale, que le gars il a viré ça en 4 logements, puis que ça n'a jamais été autorisé, puis il peut aller chercher le permis. Il n'y a pas de permis. Ben, finance pour un logement, parce que c'est sûr que tu ne pourras pas rebâtir 4 logements. Mais ça dépend toujours des faits, tu sais, c'est cas par cas. C'est cas par cas, bien exactement. Évidemment. Tu sais, aussi avec la municipalité, des fois, il y a des dérogations, des PPC-moi aussi à demander et autres. Là, le grand frère de la dérogation mineure, c'est même je l'appelle, moi, le PPC-moi. Mais en fait, puis tu sais, il n'y a même pas toutes les municipalités. Tu sais, on est de l'autre de ta ville de Saguenay, on fait beaucoup de dossiers ici. Mais il y a certaines municipalités qui n'ont pas le luxe d'avoir des urbanistes directement à l'emploi, puis que leur réglementation municipale ne permet pas le PPC-moi, elle n'est pas encore intégrée. Donc, il y a des municipalités que c'est juste la dérogation mineure qui existe. La différence entre les deux, entre le PPC-moi puis la dérogation mineure, c'est que la dérogation mineure, c'est faut que tu aies été de bonne foi pour que tu aies obtenu un permis de construction pour le faire. Je te donne un permis de construire un garage, finalement, tu le fais à un pied de la ligne alors que c'était 2 pieds. Si tu es allé chercher ton permis, tu as juste voulu bien faire, en théorie, si tout va bien, tu fais ta demande à la ville, puis... Ils vont te laisser bon. En théorie. En théorie. Ça va relativement bien. Okay. Alors qu'un PPC-moi, c'est... si tu étais un petit peu plus cowboy, comme on va dire, tu as fait des éléments... Tu sais, puis peut-être que c'est ton auteur de l'époque, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Ouais. Ça s'est fait, mettons, en 1985, c'est la 3e transaction, ça s'est fait entre les successions, puis c'est aujourd'hui que le problème est soulevé. Puis bon, on dit qu'il y a un glitch dans le règlement, qu'on n'est pas capable de le sauver, puis il n'y a pas eu de permis. Probablement que le PPC-moi, ça va être... autrement dit, c'est le gars que tu appelles quand le grand frère, quand la dérogation mineure, ça fait... Bon, tu appelles ton grand frère. Ça sert pas juste à ça sert à réglementer certains... ça sert à lui donner des autorisations, notamment pour un usage qui, dans les faits, dans le secteur où est-ce que t'es, ça serait pas autorisé, mais là, avec ça, tu pourrais... justement, on a eu un dossier comme ça. Oui. Moi, j'avais un quadruplex à vendre, puis finalement, Danny me donne la belle nouvelle que c'était pas un quadruplex, c'est vraiment un triplex. Il dit, mais d'après moi... C'était un quadruplex, mais c'était pas autorisé. C'était pas autorisé, c'est ça, exactement. Là, fait qu'il était enregistré à la ville comme un triplex. Je suis comme, OK, bon, mais on va demander une dérogation mineure. Pas de problème, on demande une dérogation mineure. Ah, ça ne passe pas. OK, là, on a un petit problème, ça passe pas. Moi, je veux un quadruplex, pas un triplex. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On demande le grand frère, le PPC-moi, mais il faut savoir que le PPC-moi, ça prend pas 2 semaines à avoir, puis ça coûte pas 100$. Là. Dérogation mineure, c'est vraiment facile, mais un PPC-moi, c'est quand même beaucoup plus long, c'est plus onéreux. Fait que, veux pas, il y a plus de frais engagés, plus de stress, autant des vendeurs que de l'acheteur qui achète. Mais au final, ça l'a passé, mais ça a pris quand même un 4-5 mois.
Puis ça a coûté quand même dans les alentours du 4-5 000 là, à avoir la décision, mais au moins c'était positif. T'sais, au moins c'était positif la décision, là, mais c'est ça que ça sert un PPC-moi de réglementer. Fait qu'au final, maintenant, quand mon acheteur va le vendre, il va être vraiment un quadruplex. Mais moi, mes vendeurs, là, ça faisait 45 ans qu'ils étaient propriétaires. Là. Les madames, là, ils étaient comme, ben voyons donc, c'était impossible. Ça fait 45 ans que je paye les taxes pour 4. Ça fait 45 ans qu'il y a des locataires qui le savent que c'est loué. Mais là, il faut qu'ils payent 4 à 5 000 pour le faire réglementer. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Je vais faire du pouce par rapport à ça parce que c'est quand même important. Puis tu as mentionné des chiffres. On est à l'île de Saguenay. Ouais. Il y a d'autres. Tu sais, les frais applicables, une demande de dérogation mineure, puis les délais pour un PPC-moi, puis ainsi de suite, c'est toujours selon les dispositions de la ville, mais il y a certains délais qui sont obligés par la loi. Par rapport au coût, une demande de PPC-moi, c'est pas aussi dispendieux que 4 à 5 000. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est que souvent, les gens, à ce moment-là, je me souviens, on passait chez le notaire quand même. Ouais. Les gens ont pris le risque associé à ça. Après ça, il a fallu refournir un document. Un nouveau certificat de localisation. Il y a eu des démarches particulières. De localisation, ouais. Où est-ce que je veux venir par rapport à ça? C'est que si, par exemple, vous vendez votre propriété puis vous savez qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, de se prendre d'avance, c'est super bien parce que on va avoir le temps de le régulariser puis ça ne coûtera pas aussi cher que ça parce qu'il n'y aura pas d'autres démarches qui vont comme... Il n'y aura pas de temps qu'à y être, si on veut. Là, on va régulariser, on va faire le document. Fait que, ça va sauver des coûts. Mais c'est vrai qu'un PPC-moi... C'est plus onéreux quand même qu'une dérogation mineure. Oui. Une dérogation mineure, on va dire, pour donner des chiffres, ça peut coûter entre 100 et 200 piastres, alors que ça peut coûter 700. Au niveau du délai, ça va varier entre, on va dire, 1 mois et demi et 3 mois. Ouais, c'est ça. On n'est pas chanceux. Un PPC-moi, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Puis au niveau des honoraires d'un PPC-moi, ça peut coûter jusqu'à 2 500, 3 000 $. Fait que c'est quand même... ça, c'est sous toute réserve. Ça dépend toujours. C'est du cas par cas. Faut pas prendre ça, mais écrire ça dans le calepin. Non. Que non. Non. Vraiment pas. Par chance, dans ce dossier-là, je t'avais appelé tout de suite avant même d'avoir le mandat pour préparer le certificat de localisation. Fait que, tu sais, en cours de route, tu as vu que, on va demander tout de suite une dérogation mineure. Puis là, finalement, ça n'a pas passé. Tu sais, on n'a pas attendu à la fin. Fait que c'est pour ça qu'en tant que propriétaire, là, sincèrement, même si votre propriété n'est pas encore vendue, même si vous n'avez pas d'acheteur, demandez tout de suite votre certificat de localisation. Puis même avant de vous rencontrer, là, si vous l'avez déjà commandé, c'est parfait parce qu'on va éviter des mauvaises surprises à la dernière minute chez le notaire. Tout va être réglé parce que des surprises, il y en a dans le certificat de localisation, des empiètements, des servitudes, justement, des dérogations mineures, des choses que le propriétaire n'est pas nécessairement conscient qu'il y a des problématiques, mais souvent, il y en a, fait qu'il faut les régulariser. Justement, quand il y a un petit empiètement, ou bien, non, là, c'est trop large, là, mais quand il y a une petite irrégularité sur le terrain, comment qu'on fait pour la régler? 418-543-2400. Le nom du notaire. Le notaire va vous dire... Non, c'est moi, c'était mon numéro de téléphone. Parce que les notaires, c'est eux qui s'occupent. Demandez par là à Dani. Ah, Dani Abouri, ouais, c'est ça. Non, quand il y a un empiètement, mettons? Oui, il y a un empiètement, une irrégularité, là. Puis là, le notaire, il dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On démolit. Non, on l'enlève, on recommence. Ça finit là, regarde. En fait, ça va dépendre. Il faut juger c'est quoi le... Il y a plusieurs éléments. Si, par exemple, il y a une portion du garage qui empiète chez le voisin... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais dans les faits, quand c'est bien expliqué avec les deux parties, puis ça fait longtemps que ça perdure que l'empiètement perdure, c'est quand même facile à régulariser. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va prendre une servitude de tolérance. Oui, mais si le voisin veut pas. Moi, ça m'est arrivé d'un dossier, le voisin veut pas, OK, j'enlève une partie du garage. Comment ça être tannant? C'est ça que je t'ai dit, là. Si c'est bien expliqué. Parce que si le garage est là, ça fait au-dessus de 10 ans, tu sais, on peut y venir, là, mais il y a la prescription qui se dit, qui est comme, on va dire, la petite carte cachée. Mais encore là, c'est super onéreux à aller chercher. Faut que tu remplisses les bonnes qualités pour pouvoir t'y rendre là. Puis t'as pas envie de te rendre là. Ouais. Mais si dans les faits, les gens sont bien conseillés, on est conseillers juridiques, ils leur expliquent, regarde, le garage, là, il est là, ça fait 20 ans. Il t'a jamais porté de problème. Ça donne rien. Ouais. La servitude de tolérance qui permet l'empiètement du garage, puis aussi son entretien, si tu as besoin. C'est quand même important à prévoir aussi. Tu sais, un clabard va m'amener. Tu as d'y avoir accès. Oui, exact. Fait que c'est quand même facile à obtenir dans le sens où est-ce que quand c'est bien expliqué. C'est sûr que si tu arrives là avec une brique et un fanal, on est loin de... Non, ça fera pas. Mais surtout si tu n'as pas une belle entente avec ton voisin. Exact. Moi, dans mon cas qui est arrivé, le garage, il y avait comme 4 ans. Fait que la prescription acquisitive n'était pas bonne. Ça faisait pas 10 ans. Puis il était vraiment trop près de la limite. Il était sur la limite. Fait que c'est pas bon. On doit respecter une marge qui est de
Pour un garage. Ouais. Ça va dépendre. 0.6, Bon. donc 2 pieds, mais si t'as une fenêtre, 5 pieds. Est-ce qu'il peut y avoir 2 bornages? Comme, mettons, un voisin appelle un arpenteur X, puis toi, t'es appelé X pour vraiment borner? Ou non, c'est juste un arpenteur qui fait les deux? Un bornage, c'est vraiment, les gens s'entendent, donc conjointement, on s'entend sur un arpenteur géomètre qui va faire le travail. OK. À ce moment-là, il faut que l'arpenteur géomètre, en théorie, ne soit pas en conflit d'intérêt. OK. Fait que souvent, les gens vont appeler une compagnie qui n'a jamais travaillé dans le secteur. Fait que des fois, ça arrive que c'est du monde de l'extérieur. OK. Parce que, tu sais, on est une petite région, on veut Ben oui. pas. Fait que là, souvent, à l'aide de leurs avocats, ils vont réussir à trouver une firme, soit dans la région, qui en font. Parce qu'il n'y a pas tous les arpenteurs géomètres qui veulent faire des bornages. Parce que c'est des conflits, c'est moins plaisant un peu. Ben, exactement. Puis ça prend du temps également. Donc, faut que tu ailles l'expérience, les ressources, puis le temps de le faire aussi. Fait que c'est ça. Ouais. C'est bon. On n'en veut pas trop souvent des bornages parce que c'est des conflits puis c'est difficile pour la vente après ça. La clé, comme dans tout, c'est la communication. La communication, exact. L'entente à l'amiable, c'est toujours très bien. Justement, un certificat de localisation, c'est bon combien de temps? 100 ans. Non, ce n'est pas vrai. Vraiment Effacez pas. ça de votre esprit. Non, mais c'est vrai. Hey, tu veux-tu reprendre ta question? Parce que tu me parlais que tu voulais... Ouais, vas-y. David, un certificat de localisation, c'est bon combien de temps? Un certificat de localisation, ça peut être bon une journée comme ça peut être bon jusqu'à 10 ans, on va dire. Je vous explique. C'est qu'un certificat de localisation, il faut que ça reflète l'état des lieux. Non seulement physique, mais également au niveau du droit publié. Si, par exemple, vous avez acheté du terrain au voisin, vous avez publié une servitude, ou vous avez fait un garage, vous avez démoli la piscine creusée, vous avez fait une piscine hors terre, vous avez fait une annexe à la maison, tout ça dans la même année, bien, la maison que vous avez achetée en 2023, puis là, suite au réno, puis finalement, vous vendez pour une raison X, bien, ça va en prendre un nouveau certificat de localisation. Il ne reflète pas l'état des lieux. Fait que ça peut être bonne journée. Faut comprendre également que la réglementation municipale change. Fait que puis aussi les lois et règlements, notamment le régime transitoire sur les milieux hydriques que je te parlais tout à l'heure. Oui. Fait que des fois, quand tu as un document que il reflète quand même la situation des lieux, mais tu as une réglementation qui a changé. Tu as eu l'avènement du nouveau de la réforme cadastrale également, donc les lois ont changé. Les lois ont changé. Tu vas avoir besoin d'en fournir un nouveau. Fait que ça peut être 4 ans. Puis ben, la Chambre des notaires ils ont donné une résolution que aux notaires, ils leur disent un document passé 10 ans. On en refait. On n'en prend plus. Parce qu'on s'entend qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, les lois changent beaucoup. Fait qu'il y a de grandes chances qu'il y ait eu des changements. Même si sur ton terrain, tu n'as pas changé, ton garage est encore à la même place. Fait que souvent, c'est pour ça que le 10 ans, on n'a pas le choix de le respecter parce que ça élimine des risques de mauvaises surprises. Parce qu'admettons, on ne fait pas faire un nouveau certificat de localisation parce qu'il y avait justement 11 ans. Finalement, il revend, puis Caroline, c'est plus le bon lot, puis il y a plein de choses qui ont été changées. Ça va avoir un impact aussi pour l'acheteur. Il doit être en connaissance de cause de qu'est-ce qu'il achète. Ça doit refléter l'état actuel du terrain. Oui. Puis il ne faut pas oublier une chose aussi. Tu as raison par rapport à ça, mais n'oubliez pas la prescription acquisitive. Parce que la fameuse résolution du 10 ans, la Chambre de notaire, c'est suite au jugement Ostigui contre Ali qui a été sorti, qui, sans rentrer dans les grands détails, sont venus confirmer certaines choses que les gens se posaient trop comme question depuis 1994, avec le nouveau Code civil. Ben là, le 10 ans, là, autrement dit, c'est quand tu achètes un terrain, là, c'est pas ta possession à toi, ton 10 ans, c'est elle de tes auteurs. Ça veut dire que si la clôture était là, puis que toi aussi t'étais là, puis la clôture, ben c'est pas Héloïse Blanchette 10 ans, c'est, mettons, Héloïse Blanchette et la personne qui t'a vendu. Ouais. Fait que là, le notaire, 10 ans, sont venus à aller confirmer ça parce que la possession, puis l'état des lieux, puis dans les faits, vous avez l'obligation, quand vous vendez, de donner des titres de propriété qui sont clairs, puis ça passe entre autres par un certificat de localisation qui reflète l'état des lieux. Tu sais, on a parlé de tellement de problématiques depuis tantôt. On peut voir l'importance d'avoir un bon certificat de localisation qui représente l'état des lieux. Puis, tu sais, moi, justement, je suis pas un arpenteur géomètre. Souvent, le monde me pose des questions précises sur les servitudes, les impacts et autres. Moi, je leur dis, appelez l'arpenteur aussi. Tu sais, on s'entend. Je fais pas ta là, pas en tout, là. Tu sais, je suis comme, pour avoir des bonnes explications claires puis être en connaissance de cause de qu'est-ce qu'on achète. Parce qu'on achète un bord de l'eau, il faut être en connaissance de cause qu'effectivement, dans une zone de 0-20 ans, ça veut pas dire que tu vas être inondé. C'est juste que tu sois conscient que tu es sur un bord de l'eau. C'est d'être bien expliqué puis de comprendre qu'est-ce qu'on achète. Là, exact. Puis en plus aussi, ce document-là, il va te servir plus qu'une fois parce que, pas juste pour ton achat, là. Non. Refinancement, entre autres, mais tu as des projets sur ton terrain, tu te poses des questions, tu as besoin de mesures, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y en est.
Ben, t'aimes ça avoir un document à jour avec les petites couleurs, puis tu Ouais. vois tout là-dessus. Ouais. Tu vois, t'arrives. Même les vieux documents, des fois, on les faisait pas apparaître, les bandes de protection riveraine, dans les plus vieux documents. Là. Fait que, tu sais, d'avoir un document à jour, c'est pas juste bon au moment de la transaction, c'est pendant que tout l'autant que t'es propriétaire, ça te donne. T'arrives pour aller chercher un permis à la ville, ben là, ton inspecteur, il a toute la situation. Exactement la situation, l'état de ton terrain. Ah, tu sais. c'est génial, là. Écoute, moi, quand j'ai acheté ma maison, c'est pas ma compagnie qui l'avait faite. Puis je m'en sers encore. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je m'en suis refait un, là, en tout cas. Pour terminer, souvent, c'est quand on fait des changements au niveau d'extérieur, là, on demande beaucoup de permis de construction. En quoi c'est utile un permis de construction par rapport au certificat de localisation? Quelle est l'utilité d'avoir un permis de construction? Ben, en fait, c'est parce que vous êtes dans une municipalité, il y a des règlements à suivre. Donc, c'est important de les respecter. Puis, en fait, c'est dans la mesure où est-ce qu'on l'a dit tout à l'heure, si, par exemple, vous avez fait quelque chose qui est non conforme à la réglementation, tout en même temps, vous allez vous chercher un permis, mais vous étiez de bonne foi, bien, dans les faits, ça va se régulariser via une demande de dérogation mineure. Beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça de toujours de se donner une chance. C'est sûr que si vous demandez d'aller vous chercher un permis pour construire un 2 logements, puis vous faites un 6 logements, ben ça vous donne pas plus de droits. Là. Non. C'est important. Puis au même titre que tu es allé chercher un permis pour faire ton garage à 2 pieds de la ligne, puis tu le fais 2 pieds chez le voisin, ça te donne pas plus de droits. Mais il y a quand même des dispositions à respecter. Ouais. Puis ne serait-ce que, par exemple, c'est moins un peu notre tasse de thé, mais entre autres, là, celle-là, mais les hauteurs de garage, par exemple. Tu sais, quelqu'un où est-ce que il y a une différence, mettons, à Saguenay, entre quand tu es dans le périmètre urbain ou quand tu es dans le rural, sur la hauteur du garage. Tu peux être à 5 mètres comme tu peux faire ton garage à 6 mètres. Donc, c'est important que tu le saches. Le style de pente, le style d'architecture aussi. Donc, c'est important. Puis encore là, le permis aussi, tu as dû voir ça également dans certaines transactions. Tu as des propriétés qui sont situées dans des plans, des PIA, là, plans d'intégration architecturale, en tout cas. Oui. Ben, tu sais, ça, là, c'est que tu as des dispositions à respecter par rapport à... Pas le choix. T'as des normes à respecter extérieures, c'est ça. physiques. Les fameuses maisons toutes en briques rouges, on nommera pas la rue, mais tu sais, Arvida, t'es dans un PIA. Ouais. Tu as des éléments à respecter aussi. Donc, si tu arrives puis tu fais ton garage, puis du jour au lendemain, tu avais des trucs bien importants à respecter par tu rapport l'as à ta pas fait. conception architecturale, tu reçois une plainte, tu démontes. Puis ils sont sévères, là. Ah, moi, Tu sais, zonage patrimonial, là, c'est sévère, là. T'es mieux de le respecter. Puis en plus, la plupart du temps, c'est plus onéreux, les travaux, parce que c'est de l'aluminium, c'est ci, c'est ça. Mais t'as des subventions, mais ils sont vraiment sévères, là. Tu sais, si tu ne respectes pas le permis qui a été octroyé ou bien les règlements, c'est vraiment sévère. Faut que tu l'enlèves. tu J'en ai le un, fasses. moi, un de mes chums, là, il va se reconnaître, là. Il s'est construit une remise. Là. Il l'avait fait en clé de vinyle. Puis dans son secteur, il était obligé d'avoir au minimum du revêtement de Connexel. La remise est plus là aujourd'hui. Là. Aïe, hein? C'est la ville. Ah non, c'est ça, c'est Fait que, vraiment t'sais, strict. s'informer, c'est important. Aller chercher le permis, c'est encore mieux. Vraiment même. Mais c'est ça, des histoires comme ça. Ben genre... justement, je veux que, genre, une des pires histoires que tu as vues sur un certificat de localisation. Ah, certificat de localisation. Il m'est arrivé un moment donné d'avoir une propriété sur le bord d'un lac. Puis, ben, en fait, le propriétaire qui avait cette maison-là, ça faisait très longtemps qu'il l'avait. Puis lui, ben, il a décidé un moment donné qu'il agrandissait son terrain. Fait que quand il a décidé il a comme ça, là. remblayé tout simplement dans le lac. Fait qu'il a doublé sa superficie de son terrain avec du remblai. C'est illégal, t'as pas le droit de faire ça. Là. Fait que tout simplement agrandi, il a doublé son terrain. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'ai fait le certificat de localisation. Ben voyons donc. J'avais un contrat, puis les plans de cadastre, j'avais telle superficie. Cette superficie, t'arrives. Là, j'arrivais sur le bord du lac, puis genre, son terrain, il allait du double. Puis là, ben là, j'étais là, oh, OK. Fait que là, ben, puis tu sais, c'est des lacs, c'est la propriété de l'État. Fait que c'est pas juste genre... C'est l'environnement aussi, c'est très strict, là. Ben, c'est parce que, tu sais, quand ça fait au-dessus de 50 ans que c'est comme ça, là, ben, tu y penses plus à ton remblai, là. Tu peux avoir un garage dans le remblai, là. Puis là, ben là, le garage, dans les faits, au niveau des plans, puis dans les limites... Il est même plus dans les limites, il est même pas chez vous. Il est chez le voisin, mais il est sur le terrain de l'État. Ouais. J'en ai un autre aussi. C'est quoi qui est arrivé? Ben, en fait, encore là, ça, sur le bord du lac, à cet endroit-là, c'est un barrage, il y a beaucoup de barrages ici. Ben, l'État, il vendait plus. Il faisait juste des bails. Parce que, ben, avec le niveau de la parcelle de terrain, c'était trop bas. Fait qu'il y avait trop de risques d'inondation. Fait que c'est un bail, comment ça a fini. On aurait été capable de le régulariser quand même, là. Okay. Mais ça se fait par du monde. Mais comment ils auraient fait pour régulariser ça?
Ben, dans les faits, c'est que... Je suis curieuse. Ça s'appelle un lot de grève, là. C'est que tu viens, mettons, c'est pour l'achat, là. Ben, l'État va venir ben, souvent, ça va être aux frais du vendeur. Propriétaire. Ben là. oui, c'est sûr, ouais. Fait que, tu sais, on vient cadastrer un terrain, donc on vient vraiment créer un nouveau numéro de lot dans le lac, autrement dit. Puis là, il faut faire ça avec l'arpenteur général du Québec, là. C'est comme un sous-secteur de l'arpentage, on va dire ça. OK. Puis là, ben là, on a l'autorisation, puis il y a des normes à respecter. C'est beaucoup plus complexe que faire un certificat de localisation. Puis là, après ça, il peut y avoir transaction entre... Puis les autres, ils ont un calcul, quand ça se vend, bon, ça a été fait de temps à temps, ça, c'est... mettons, tant de pourcentage par rapport à la valeur actuelle. OK. Fait que, tu sais, à la personne, ça peut coûter 50 000 acheter son bout de terrain. terrain. Ajouté, Alors que ça peut coûter 20 000 ou s'il y a beaucoup de... Dépendamment. Ouais, ça va vraiment dépendre. Là. C'est du mais cas il y par aurait cas. possibilité de régulariser. Ah, c'est bon. Ouais, non, faites pas ça. Non. Je n'ai pas encore pogné. Non, mais c'est... Hey, puis j'ai un autre cas, maintenant, la piscine creusée était chez le voisin. Fait que c'est le voisin qui en profitait, non? Non, mais ça, là, Pépis et moi, demande de dérogation mineure, achat de terrain, tout le gros stock. Ouais, c'est capoté, ça. Mais comment tu peux faire ça? Puis le voisin, il a jamais chialé? Ben, je te donne un exemple, là. Toi puis moi, là, on est dans la même famille, puis on a chacun notre maison, puis on s'installe, puis tout va bien. Puis du jour au lendemain, on se chicane, là, puis ma ligne de terrain, elle reste là quand même, là. Oui. Et là, la piscine, ou, tu sais, mettons, tu fais ça avec ta mère, puis là, ben, on fait la piscine chez vous un peu, c'est grave, ça va bien. Là, la succession embarque dans le dossier, s'il y a un décès, tu sais, on n'est jamais bien tu sais, le filet de sécurité, là, qu'on parlait tantôt, là, ben, tu sais, là, dans un projet de même, là, je pense que c'est un notaire et un arpenteur géomètre, le filet de sécurité. Hey. Parce que, tu sais, on va dire, une poignée de main, là, on sait jamais, on choisit jamais nos voisins. Là. Non. Tu sais pas quand ça va être vendu non plus, là. Non, exactement. Puis, tu sais, il faut comprendre que quand ces situations-là, on décide de vendre, on pense jamais que ça va prendre 1 an, là, régler ça. Là. Mais ça, ce cas-là, ça a pris trop de temps. Hey, Ouais. c'est capoté. Mais finalement, la piscine n'est pas enlevée. Il peut la garder là, chez le voisin? Ouais, en tout cas, ouais. C'est capoté pareil, hein? Ouais, on rentrera pas trop dans les détails, là, mais ouais. L'importance de prendre ses permis, de prendre un arpenteur géomètre, de poser les bonnes questions, de connaître son terrain, de connaître les limites du terrain aussi, c'est tellement important. Ouais. Éviter les mauvaises surprises. Hey, merci tellement d'être venu, Dani. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast On parle d'IMO avec Hello. Likez, aimez, partagez. Bonne journée! Bye bye.